Donc bienvenue pour ce webinaire, NTech sur, les root cause analysis. Donc NTech, c'est un programme, qui a été lancé par Analys, dans l'objectif de créer des communautés techniques, d'ingénieurs autour des vêtements. Donc peu importe le format, que ce soit digital, physique, table ronde, et cetera. Bon, pour l'instant, on est plus axé sur du digital, bien évidemment. Mais le but reste le même, c'est de créer des échanges, entre experts. Je vous invite du coup, si vous avez des questions, à les poser directement, à l'oral, surtout à la fin de la présentation quand Anne, aura fini. Ça pourra créer, une vraie discussion et avoir de vraies interactions. Donc les événements NTech, ils sont ouverts à tous, afin que chacun puisse développer ses connaissances, en apprendre plus, sur son, domaine d'expertise dans son secteur ou dans d'autres secteurs et d'échanger éventuellement sur les évolutions de son métier, avec, d'autres experts qui partagent, ce domaine d'expertise. Ça fait beaucoup d'experts d'un coup. On va en Hem, reparler aussi. on va en reparler. Sur le site du coup NTech Event, vous pouvez retrouver à peu près 1 à 2 événements, mensuels. Il y en aura, encore 3 d'ici, la pause de l'été. On va faire un petit break et puis ensuite on repartira, pour le deuxième semestre avec plein de nouveaux sujets. Aujourd'hui, on est du coup, avec, Anne, donc qui est, ingénieure, assurance qualité pour parler des root cause analysis. Anne, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, donc on va parler résolution de problèmes et plus particulièrement une des parties de la résolution de problèmes qui pour moi est fondamentale, c'est la recherche de root cause. Donc root cause analysis. Voilà. Donc bon, on va démarrer. Hein. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Donc le programme d'aujourd'hui, donc on va resituer un peu le contexte. Hein. Donc on va parler de la résolution de problèmes en général, et puis après on verra comment s'inscrit cette méthode RCA dans la résolution de problèmes. Donc on va parler des outils aussi qu'on utilise dans la RCA, la méthodologie. Et aussi, moi je tenais à parler un petit peu de la philosophie dans laquelle il faut se placer, le contexte dans lequel on travaille, qui pour moi est aussi important que les outils, si on veut vraiment être efficace. Donc, la résolution de problèmes, on va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, assez rapidement. Donc, voilà. Donc, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un problème, hein, de quoi on parle au début. Donc, de façon générale, donc ces méthodes-là, hein, vous avez peut-être vu dans le descriptif, c'est valable pour l'industrie pharma, pour toutes les autres industries, mais pour la vie de tous les jours. Hein. Peu importe le problème, on peut appliquer ce genre de méthode à tous les types de problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une petite définition générale au début. Donc, un problème, c'est un événement qui entraîne la non-atteinte d'un objectif. Donc, peu importe l'objectif, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les objectifs qualité, hein, principalement, sécurité, performance. En industrie, c'est ce qui nous préoccupe avant tout. Et surtout, quand ces événements ont une conséquence sur un produit, un service, la sécurité du personnel. Voilà. Donc, en industrie pharmaceutique, hein, et puis dans d'autres industries aussi, on parle pas de problème, on parle plutôt de non-conformité, de déviation. Il y a plein d'autres termes. Hein. Out of spec, c'est plutôt pour les problèmes analytiques, mais voilà, il y a tout un tas de termes qui veulent dire problème et principalement problème qualité. Donc, en pharma, par exemple, vous allez avoir une différence finalement entre les caractéristiques du produit, du médicament, hein, et puis des spécifications ou des normes. Donc, ça peut être le produit, ça peut être aussi votre organisation, vos locaux qui ne sont pas non plus conformes aux normes en vigueur. Donc, voilà, moi je vais parler de problèmes qualité en industrie pharma, hein, comme c'est mon dada, c'est ma spécialité, hein, c'est mon expertise, on a dit tout à l'heure.
Voilà, moi j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'industrie pharma et plus particulièrement en assurance qualité dans les locaux de production. Donc c'est pour ça que voilà, la résolution de problèmes, c'est quelque chose que dans ces cas-là, on traite quotidiennement. Et je vais prendre l'exemple d'une réclamation, hein, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment et qui fait partie aussi des problèmes. On n'y pense pas toujours quand on parle problème qualité dans une industrie, on pense souvent à ce qui se passe dans l'usine, mais il peut arriver que les problèmes soient rencontrés par les patients quand ils achètent le médicament, quand ils essayent de l'utiliser. Voilà, donc c'est ça une réclamation, hein, c'est la plainte d'un patient ou d'un professionnel de santé qui trouve que son médicament, il n'a pas la qualité voulue. Donc, petit souci de transition, mais voilà. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de réclamations qu'on peut avoir sur des médicaments. Hein. Donc ça peut porter, là, vous voyez, à la fois sur l'emballage, enfin le packaging, ou sur le produit en lui-même. Hein. Donc dans tous les cas, c'est aussi grave les uns que les autres. Là, par exemple, on voit que pour un petit flacon d'injectable, si le problème se situe au niveau du bouchon, qui est du packaging, ça peut avoir un impact quand même sur la qualité et sur du coup la santé des patients qui vont essayer de prendre ce médicament-là. Vous pouvez avoir des problèmes de contamination et du coup de septicémie. Hein. Donc voilà. Donc on va revoir, donc je vais vous expliquer les méthodes et puis on prendra comme exemple une réclamation. Donc là, moi j'aime bien celle du milieu, là, c'est le flacon sans étiquette. Donc on a des problèmes, on pourrait se dire, bon ça arrive souvent, hein, dans les locaux de production, les réclamations malheureusement il y en a aussi un certain nombre quotidiennes aussi. On pourrait se dire, le problème, on va le laisser, c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup, on ne s'en occupe pas, mais le but quand même, c'est de les traiter. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on traite des problèmes? Parce que, bon, c'est une question de bon sens hein, d'abord. C'est comme chez vous, si vous avez une fuite d'eau, vous vous réveillez un matin, vous avez de l'eau partout dans votre salle de bain, vous n'allez pas, bien évidemment, laisser ça comme ça, vous allez vous occuper de ce problème-là. En industrie pharma, c'est d'autant plus important qu'on produit quand même des médicaments qui ont un impact sur la santé de personnes. Donc, on est obligé, rien que d'une façon logique, de traiter ces problèmes-là parce que, évidemment, les conséquences sont importantes. Hein. Vous pouvez évidemment nuire à la santé des patients. Vous pouvez même en tuer hein, si vous travaillez vraiment d'une façon qui n'est pas conforme. Du coup, vous pouvez aussi avoir des problèmes d'image de votre entreprise. Ça, c'est un truc à ne pas négliger non plus. Évidemment, si vous avez des soucis, si dans tous les médicaments que vous vendez, vous avez des défauts, bah forcément, les patients, c'est des consommateurs comme les autres. Hein, ils n'ont pas forcément envie d'avoir ça comme produit, donc ils peuvent passer à la concurrence. Et puis si en plus, évidemment, vous avez un problème de santé publique, là, c'est bien pire. Il y a aussi des conséquences dans l'entreprise, dans le labo pharmaceutique lui-même, qu'il ne faut pas négliger non plus. Hein. Il y a, évidemment, quand on a des problèmes qui ne sont pas gérés, ils recommencent, on les a périodiquement. Donc, c'est quelque chose qui a un coût parce qu'évidemment, à chaque fois, on est obligé de tout arrêter, on est obligé de traiter le problème. De détruire des lots, on est obligé parfois de faire revenir des produits qui sont déjà sur le marché. Donc, ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher. Donc ça, évidemment, on veut éviter. Vous pouvez aussi engendrer des retards de livraison, des ruptures de stock, qui pour certains produits sont dramatiques. Hein. Et puis aussi, il y a tout l'aspect qu'il ne faut pas négliger non plus de motivation du personnel, parce que du coup, on peut être emmené à faire des actions de pompiers assez souvent, à perdre du temps, à avoir l'impression que rien n'est fait, que rien n'avance. Donc, ça démotive tout le monde, c'est pas bon non plus.
Et puis aussi, il y a aussi un autre aspect qui est réglementaire, hein. Comme l'industrie pharma, c'est très réglementé, on est obligé finalement de traiter les problèmes, hein. C'est écrit noir sur blanc dans les normes, dans les guidelines, donc c'est dans les GMP, c'est dans les bonnes pratiques de fabrication, c'est dans le CFR 21, c'est dans beaucoup de normes internationales aussi, hein. Alors, voilà, donc c'est bien beau de vouloir résoudre un problème, comment on fait? Donc il y a le processus de résolution de problème et se fait en plusieurs étapes qui viennent les unes à la suite des autres. Donc, il faut d'abord décrire le problème, hein, pour savoir de quoi on parle précisément. Ensuite, on va chercher la cause du problème. Donc, pas la première venue, la cause vraiment pertinente, celle qui est à l'origine de votre problème. Et ensuite, on va essayer de se débarrasser de ce problème, donc en tuant la cause, hein, tout bêtement. Et pour ça, on va mettre en œuvre des actions correctives et préventives, qu'on appelle des CAPA, hein, qui ont pour but d'éliminer votre cause et de faire que votre problème ne revienne plus jamais. Enfin, c'est le but. Après, bon, on y arrive plus ou moins, mais en tout cas, c'est qu'ils ne reviennent pas avant super longtemps. Et après, on vérifiera, bien évidemment, que ce qu'on a mis en place, ça marche. Donc, d'où l'intérêt de trouver vraiment la cause, c'est vraiment la base de tout. Si on n'a pas la bonne cause, bah, du coup, on n'arrive pas à solutionner le problème et il revient. Donc, c'est ça qu'on va voir, hein. Donc, comment est-ce qu'on trouve la cause à tous nos problèmes? Enfin, en tout cas, à ceux qui nous intéressent dans l'industrie pharma et notamment les réclamations. Donc, une root cause, qu'est-ce que c'est? Donc, en français, c'est cause racine, hein. Donc, c'est vraiment l'événement, le premier événement qui est à l'origine du problème qu'on a rencontré, du problème qualité. Par exemple, si on prend le flacon sans étiquette, qu'est-ce qui a fait que ce flacon s'est retrouvé chez le patient sans étiquette? Donc, bon, on pourrait se dire c'est facile, il n'y a qu'à réfléchir 5 minutes, on va trouver d'où ça vient, mais ce n'est pas si simple que ça. Parfois, il y a des causes intermédiaires qui peuvent nous sembler les bonnes, mais qui ne sont pas forcément... c'est pas forcément ça, hein. Pensez par exemple à des séries policières, des policiers en général. On a un assassin qui court, on a un meurtre, et du coup, il faut trouver qui a tué. Et alors, bien souvent, bon, les écrivains s'arrangent pour nous induire en erreur, mais bien souvent, on a l'impression que c'est telle personne ou telle autre personne. Et en fait, si on creuse un peu, ce n'est pas du tout ça, c'est quelqu'un d'autre. Là, c'est un peu le même principe, hein, finalement. Il ne faut pas se contenter des premières causes qui paraissent évidentes. Bon, parfois, c'est celle-là, hein, mais ça vaut quand même le coup de vérifier si c'est bien celle-ci ou si c'est autre chose de bien caché. Par exemple, si vous avez, on reprend notre exemple de fuite d'eau, certes, vous avez remarqué qu'il y avait à un moment donné, au niveau de votre tuyauterie, il y avait une fuite, donc il ne s'agit pas de s'arrêter là et de la colmater et se dire bon, c'est bon, mon problème est réglé. Non, il faut aller un peu plus loin, voir si ce n'est pas un joint qui fuit, pourquoi est-ce que ce joint fuit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui l'a dégradé, est-ce que vous n'avez pas respecté la fréquence de changement? Voilà, il y a tout un tas de choses, faut creuser un peu plus. Parce que sinon, donc si on se contente d'une cause dite intermédiaire, hein, du coup, on va agir dessus, mais la vraie cause est toujours là et votre problème va revenir. Il faut faire attention aussi à ne pas se tromper de cause, hein, parce que si on ne prend pas la bonne, du coup, c'est pareil, on va mettre une action dessus, mais en fait, votre problème, il va revenir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de chercher cette fameuse root cause si vous voulez vous débarrasser de vos problèmes.
Donc, comment on la trouve? Donc, il y a bien évidemment toute une démarche que je vais vous expliquer. Il y a des outils qu'il faut utiliser, qui sont relativement simples, hein, qu'on va utiliser les uns à la suite des autres. Mais bon, moi, je sais que ce que j'ai appris par mon expérience, c'est que il faut, il faut travailler en équipe, qu'on va pas, si on fait partie d'un service qualité, il faut surtout pas se dire, «Bon, il y a ce problème-là, je m'en occupe, je vais, appliquer la méthode root cause analysis dans mon bureau, même si je connais super bien, la production, la logistique, si je sais très bien comment fonctionne l'entreprise, tout seul, moi, je suis persuadée qu'on n'arrive pas. On peut avoir des bons résultats, mais pas aussi bons que si on va, si on travaille à plusieurs et si on fait intervenir, des experts de plusieurs domaines dans le dans la résolution de ce problème-là. Hein, moi, je suis convaincue que le travail d'équipe, fait beaucoup et on est beaucoup plus efficace à plusieurs que tout seul. Donc c'est pour ça que les premières étapes de cette root cause analysis, je vous recommande fortement de la faire en équipe avec, avec des experts du terrain. Il faut prendre le temps de l'analyse, hein. Il ne s'agit pas non plus de résoudre le problème, de réunir 3-4 personnes dans des ateliers de production et puis de se dire, voilà, en 5 minutes, on va trouver chacun donne son avis et puis hop, on va trouver la cause à nos problèmes. Il faut se poser, il faut prendre le temps d'analyser et ensuite seulement on pourra avoir des bons résultats. Et puis aussi, ce qui est important, c'est l'ouverture d'esprit, hein. Enfin, ça paraît évident comme ça, mais sur le terrain, c'est pas si facile, hein. Il y a souvent des petites guéguerres entre services et puis aussi, on n'a pas toujours le temps, on a des problèmes qui reviennent souvent et on se dit, quand ça revient, on se dit: «Oh bah, en fait, bah, c'est comme la dernière fois». Mais sauf que, si un problème, ça fait 10 fois que vous l'avez et qu'il est encore là et que vous vous dites: «Ah bah, c'est la même cause que la dernière fois», le fait qu'il soit déjà survenu 10 fois, c'est peut-être bien quand même que vous n'avez pas trouvé la cause avant et que du coup, c'est pour ça qu'il revient en fait, hein. C'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne cause ni la bonne solution du coup. Donc voilà, hein, pour moi, c'est vraiment important, d'insister là-dessus. Il n'y a pas juste les outils, il faut aussi voilà, travailler ensemble et prendre le temps de l'analyse. Donc la méthodologie, c'est celle-ci, hein, donc vous avez tout un tas d'étapes. Donc il y a 3 outils en gros. Le brainstorming, donc ça c'est un truc qu'on fait, assez souvent, hein, pour quand on démarre un projet, quand on veut, on démarre une activité, bon, il y a toujours une étape de brainstorming. Là, c'est pareil, c'est assez important, pour avoir un maximum d'idées et puis après on fera le tri dedans. Ensuite, on a aussi les 5M, hein, ou le diagramme d'Ishikawa, un autre grand classique, de la qualité, qui va permettre plutôt d'organiser les idées issues du brainstorming. Ensuite, on va faire un tri dans tout ce qu'on a eu comme idée, un peu comme pour l'enquête policière, hein, parce que finalement une investigation qualité, c'est un peu comme, une enquête de police, hein. Donc là, on va, essayer d'éliminer le plus possible de causes probables, comme les suspects, hein, on va prendre tous ceux qui ont un alibi, puis hop, on va les éliminer. Et puis ensuite, on va, une fois qu'on a fait tout ça, on va avoir un tout petit nombre, on l'espère, de causes hautement probables. Et là-dessus, on va appliquer la méthode des 5 P, ou 5 pourquoi, pour arriver vraiment au cœur du sujet. Hein, voilà, donc ça c'est la méthodologie root cause analysis classique, on va dire, que donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc notre fameux brainstorming. Donc
l'idée, là, c'est de se rencontrer donc, avec notre fameuse équipe d'experts pour chercher pourquoi est-ce que ce fameux flacon n'a pas d'étiquette. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus d'idées possibles, le plus de causes possibles à étudier pour éviter d'en oublier une. Hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas aller trop vite en besogne et se jeter sur la première cause qui paraît pas mal. Hein, il faut vraiment essayer d'aller dans tous les sens pour avoir plein d'idées. Et parmi toutes ces idées, il y en aura une qui sera la bonne. Donc, faut être un peu créatif. Hein, c'est ça qui n'est pas toujours évident dans ces exercices-là. Mais bon, c'est le but. Donc pour ça, bien évidemment, il faut travailler ensemble, hein, et pas chacun dans son coin, parce que si vous avez même des experts de plusieurs domaines, parfois ils sont pas d'accord, chacun tient à sa petite idée. Bon, là, il faut quand même penser corporate et travailler main dans la main tous ensemble. Donc voilà, il faut composer un petit groupe d'experts hein, en fonction de la plainte que vous avez. Donc il y aura forcément des gens de la qualité, vous avez très souvent des gens de la maintenance, parce qu'il y a souvent une composante technique, des gens de la production. Il peut y avoir après des gens du contrôle qualité, si c'est un problème sur votre médicament lui-même, hein, par exemple une crème avec des grumeaux, des comprimés avec des taches. Donc on va avoir besoin de leur expertise aussi là-dessus. Vous pouvez avoir besoin des achats. Vous pouvez avoir besoin de la logistique, puis bon, d'autres services hein, si besoin. Donc là, typiquement, si on prend notre exemple de flacon sans étiquette, c'est sûr que ce ne sera pas la peine de faire venir le contrôle qualité. Encore que, il y a certaines branches du service contrôle qualité qui sont amenées à faire des analyses sur les articles de conditionnement, et notamment les bouteilles, les flacons, les étiquettes. Hein. Donc, parce qu'on pourrait se dire, effectivement, peut-être que ces étiquettes, quand elles sont arrivées, il n'y avait pas de colle. Donc ça aurait dû être vu par le contrôle qualité. Donc, une fois que vous êtes votre petite équipe, donc on va émettre des idées, on va écrire ces idées, et puis après, on va les exploiter. Donc, il faut avoir le maximum d'idées possibles. Bon, souvent, on tape sur une moyenne de 5 idées par participant. Si on n'a pas beaucoup de temps, après, si on a 1 heure, bon, on peut en avoir plus, mais déjà 5 par participant, c'est pas mal. Et puis, évidemment, il y a des règles pour aider à avoir des idées, en fait. Hein. Donc, il faut partir sans a priori, évidemment. Il faut se mettre en roue libre, donc chacun dit ce qui lui passe par la tête. Donc, vraiment, c'est vraiment un exercice où il faut se lâcher. Hein. Il ne faut pas se dire « Ah non, cette idée, elle est un peu bête parce que sinon, on se bride et du coup, on a moins d'idées qui viennent. C'est pour ça qu'il ne faut pas se critiquer non plus, hein, parce que si quelqu'un dit quelque chose et que les autres lui disent n'importe quoi, du coup, évidemment, la personne va se fermer complètement, puis il n'aura plus envie de dire quoi que ce soit. Donc, on va passer à côté, évidemment, de causes probables qui auraient pu peut-être nous sauver la vie. Donc, il faut essayer d'avoir le plus d'idées possible. On peut évidemment rebondir sur ce que disent les autres participants. Et comme donc on va émettre des idées, on va les écrire. Donc, il faut qu'on écrive une idée à la fois. Hein. Si vous avez une phrase avec 15 idées à la suite, ça ne va pas nous aider pour la suite. Voilà, donc la séance, comment ça se passe. Donc, vous avez tout ce groupe de personnes. Il faut qu'il y en ait un quand même qui dirige un peu la séance de brainstorming, pour pas que ça parte vraiment dans tous les sens, que tout le monde parle en même temps, qu'on soit complètement hors sujet. Donc, il y a un animateur qui recadre, qui rappelle le sujet, qui présente des règles. Comment est-ce qu'on écrit les idées? Est-ce que tout le monde écrit dans son coin? Est-ce qu'on va écrire au tableau? Est-ce que c'est l'animateur qui écrit? Voilà, tout ce genre de choses d'organisation de la réunion.
Et puis, c'est lui qui va ensuite recueillir toutes les idées et puis les exploiter. Donc, ce qu'on fait, enfin moi, ce que j'aime bien dans le brainstorming, plutôt que d'écrire sur un tableau, c'est d'utiliser des post-it. Chacun, alors soit c'est l'animateur qui le fait, soit chacun le fait. On écrit une idée par post-it. Après, ça sera beaucoup plus facile pour les utiliser. Donc à la fin, donc une fois que tout le monde a émis toutes ses idées, l'animateur il rassemble, il récupère tous les post-it, hein, et puis il va les trier. Donc il va éliminer ce qui est en double, il va éliminer ce qui est hors sujet, et puis il va les regrouper par thème pour que ça soit plus lisible, et puis surtout que ça nous aide à voir si on n'a pas loupé quelque chose. Donc c'est souvent, enfin, on s'aide de 5M, donc deuxième outil. Voilà, donc là je vous ai mis un petit exemple. Hein. Donc si on travaille sur cette réclamation d'un patient qui, en voulant prendre son sirop, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'étiquette sur son flacon, donc du coup il a un doute sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on fait un petit brainstorming, voilà, donc la question c'est pourquoi est-ce que ce flacon n'a pas d'étiquette? Donc voilà, il y a plein d'idées possibles, donc là je vous ai mis tout des exemples hein, de causes qu'on pourrait trouver. Donc évidemment, soit le flacon n'a pas eu d'étiquette, soit il y en a une et elle est partie après, soit il y a des machines qui dysfonctionnent, soit il y a des gens qui ont mal réglé, soit il n'y a rien qui vérifie qu'il y a bien une étiquette sur les flacons, soit les flacons étaient gras ou mouillés, ce qui fait que l'étiquette n'a pas collé. Enfin, on peut imaginer beaucoup de causes possibles. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, hein, on peut en avoir beaucoup plus. Donc avec toutes ces idées, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les trier pour trouver quelle est la bonne parmi toutes celles-là, ou peut-être qu'on va... Dans toutes celles-là, il y en a qui ne sont pas des causes racines du tout, hein, donc il va falloir creuser aussi parmi celles-ci. Donc pour organiser nos idées, on va utiliser le diagramme d'Ishikawa, qui s'appelle aussi diagramme cause-effet, diagramme en arête de poisson. Il y a plusieurs termes. Donc, pour moi, c'est vraiment le complément du brainstorming. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien qu'on écrive les idées sur des post-it, parce que du coup, avec ce diagramme-là, ça va nous permettre d'avoir une représentation graphique pour pouvoir être sûr qu'on a bien cherché dans tous les domaines, dans tous les grands thèmes, en fait, qui peuvent interagir pour créer un problème. Donc, en fait, toutes nos idées qui sont sur les post-it, on va les classer suivant ces 5 grosses catégories, qui sont matériel, milieu, matière, méthode et main-d'œuvre. Donc, on va, alors souvent, ce qu'on fait, c'est que soit on a un tableau, soit on a une grande affiche, un paperboard, vous dessinez votre arête de poisson, et ensuite, vous prenez tous vos post-it et vous les classez par paquet hein, dans ces 5 catégories-là. Et parfois, c'est bien réparti. Parfois, il y a tout sur le même, généralement matériel ou main-d'œuvre, hein, au hasard, et rien du tout dans les autres. Donc là, c'est peut-être qu'on n'a pas bien cherché suffisamment pendant le brainstorming. Donc, on recommence hein, à émettre des idées jusqu'à ce qu'il y ait pas mal d'idées réparties dans les 5 grandes catégories. Donc là, on est toujours avec notre même groupe hein, que le brainstorming pour faire ça. C'est l'animateur, hein, généralement, qui place les post-it à la fin de la séance de brainstorming. Donc voilà, ça nous donne un truc de ce genre-là. Donc,
tout ce qui est matière, hein, donc les grands thèmes, les 5 fameux M. Donc, vous avez les matières, donc c'est tout les causes qui sont liées à ce qui compose le produit. Donc, ça peut être les matières premières, ça peut être les articles de conditionnement. Ensuite, vous avez la main-d'œuvre, c'est tout ce qui est personnel. Hein. Donc, personnel, alors c'est un sujet un peu délicat parce que c'est vrai que on voit très souvent des investigations où, comme root cause, on a erreur humaine et action corrective, sensibilisation du personnel. Bon, ça, clairement, ça ne vaut rien du tout. Hein. Ça, c'est aussi un des grands principes dans la résolution de problèmes. L'erreur humaine n'est jamais une root cause. Hein. Il y a toujours quelque chose derrière. Hein. L'usine n'est pas remplie de gens idiots qui font n'importe quoi. Ça ne tient pas la route. Hein. S'ils font des bêtises, par hasard, il y a des gens qui font des bêtises, il y a toujours quelque chose derrière. Soit c'est un manque de formation, soit c'est le rush, un problème d'organisation, on travaille super vite, pas forcément bien, soit il y a trop d'absence, enfin, il y a toujours quelque chose derrière qu'il faut aller chercher. Le matériel, c'est tout ce qui est un trait aux machines, hein, au fonctionnement des machines, des appareils de mesure, hein, ça on oublie aussi souvent. Les méthodes, donc c'est les méthodes de travail, les procédures, les documents. Et puis le milieu, ça aussi, parfois on oublie, ça concerne toutes les causes liées à l'environnement de travail. Donc ça peut être le fait que ça soit encombré, le fait que ça soit poussiéreux, que ça soit humide. Voilà, donc vous avez ces 5 grandes catégories. Bon, il en existe d'autres, hein, il y a les 6M, 7M. Mais bon, déjà avec 5, on a balayé l'ensemble des activités qui pourraient être liées à votre problème. Donc là, par exemple, j'en ai disposé quelques-unes hein, de la liste qu'on a vue tout à l'heure. Donc bon, vous pouvez avoir effectivement des étiquettes qui collent mal, des flacons gras, pas de procédure, des mauvaises conditions de stockage. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes sûr que vous avez bien tous vos champs qui sont couverts. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc du coup, éliminer le plus de causes possible pour avoir vraiment les plus pertinentes. Donc ça, c'est pas vraiment un outil, hein, c'est une étape qu'on doit faire. Donc là, comme une enquête de police, hein, vous allez enquêter sur chacune des causes possibles. Hein. Donc vous prenez votre Ishikawa et vous prenez chaque cause, chaque post-it et vous allez mener une petite investigation pour savoir si on garde cette hypothèse-là ou pas. Hein, par exemple, si vous prenez mauvaises conditions de stockage, vous allez aller regarder à quel endroit sont stockées par exemple les étiquettes. Vous dites peut-être qu'elles étaient humides, elles étaient mal stockées, donc vous allez voir... et alors là, il faut vraiment se baser sur les faits. Hein, vous allez aller regarder donc, dans les bases de données logistiques, par où ont transité ces étiquettes. Et ensuite, vous allez récupérer les relevés de température, les relevés d'hygrométrie de tous les locaux par lesquels ça s'est passé. Vous allez aussi demander des documents sur ce qui s'est passé chez le fournisseur. Voilà, donc vous allez demander tout un tas de documentation, de preuves finalement de ce qui s'est passé pour le stockage de ces étiquettes. Et si vous arrivez à prouver qu'il n'y a eu aucun souci là-dedans, vous éliminez cette cause. Et on fait comme ça par élimination, on prend toutes les causes possibles et on fait cette recherche-là. Donc là, bien évidemment, dans ce cas-là, vous n'allez pas mobiliser tout le groupe d'experts. Hein. Ça, vous pouvez le faire tout seul et demander ponctuellement à des experts qui vous fournissent les documents qui vous manquent. Donc le but, bien évidemment, c'est de retirer, d'éliminer le plus de suspects possible pour avoir votre suspect numéro 1, votre root cause probable. Alors parfois, on n'arrive pas à une seule
une seule cause vraiment très probable. Parfois, vous en avez plusieurs. Donc, il ne faudrait vraiment pas qu'il y en ait plus que 3 ou 4, grand maximum. Il faut se baser sur des faits, hein, bien évidemment. Toujours, c'est un grand principe, qualité universelle. On ne prend pas des décisions au talent. On se base sur des écrits, des enregistrements. Parce que bien évidemment, comme tout ce qui se passe dans l'industrie pharma, c'est soumis aux bonnes pratiques de fabrication, c'est auditable. Donc, un audit ou un inspecteur, il peut venir vérifier la façon dont vous réalisez les investigations, dont vous recherchez les causes des problèmes. Donc, il faut vraiment que ça soit nickel. Donc, vous vous basez sur des relevés, des résultats d'analyse pour éliminer vos causes possibles. Et il faut épargner aucune idée, même si elle vous paraît farfelue. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc c'est ça qui prend le plus de temps, hein, finalement, dans toute la démarche. Mais bon, il faut le faire hein, pour être vraiment sûr de son coup. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez à 1, 2, 3, 4 grand maximum causes super probables. Et vous allez creuser maintenant pour voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Donc là, vous allez utiliser le dernier outil, les 5 P, autrement dit les 5 pourquoi. Donc là, vous prenez votre cause qui vous semble la bonne, mais vous allez réfléchir encore un petit peu dessus pour arriver vraiment au cœur du problème. Et d'ailleurs, on verra dans l'exemple qui suit, parfois on a des surprises, hein. On pense que c'est une cause technique, et puis en fait en creusant on se rend compte que c'est quelque chose qui n'a rien à voir, hein. C'est comme quand vous avez un problème d'erreur humaine, bien souvent la cause racine n'a absolument rien à voir avec la main d'œuvre. Donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la cause qu'on a sélectionnée avec nos 5 M et le tri qui a suivi, et on va se poser la question pourquoi. Pourquoi, alors il s'est passé telle chose, mais pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça? Et ensuite, pourquoi on enchaîne plusieurs fois la question pourquoi. Donc, il faut bien évidemment répondre pourquoi à la question d'avant. Il ne faut pas toujours répondre à pourquoi est-ce qu'on a une étiquette un flacon sans étiquette. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive parfois quand on fait ce genre d'exercice. Pour l'avoir fait, j'ai été assez surprise par le raisonnement de certains. Le pourquoi n'est pas toujours bien compris. Et bizarrement, on tombe souvent sur des histoires d'argent. Donc ça, bien évidemment, c'est pas ça la cause de tous nos problèmes. C'est pas parce qu'on manque d'argent dans l'entreprise que ça ne marche pas. Hein, donc, il faut vraiment rester factuel et chercher vraiment dans la bonne direction. Bon, c'est pas évident, il faut faire parfois plusieurs fois pour y arriver, mais voilà. Alors parfois aussi, on se dit 5 fois pourquoi, c'est énorme, on n'a pas besoin, c'est quand même évident. Bon, certes, mais il faut quand même poser au moins 3 fois pourquoi. Ça, c'est vraiment un minimum. Sinon, on n'arrive pas vraiment dans le fond des choses, on reste à la surface. Donc, dans l'exemple de notre petit flacon, là, donc on est parti dans cet exemple-là sur donc pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'étiquette sur le flacon. Donc, la cause qui a été sélectionnée, c'était que l'étiqueteuse, donc la machine qui dépose les étiquettes sur les flacons, ne l'a pas fait à un moment donné. Il n'y a pas eu d'étiquette posée sur un flacon par cette machine-là. Donc, pourquoi est-ce que la machine n'a pas collé d'étiquette? Parce qu'elle s'est déréglée. Donc là, vous voyez, c'est les techniciens de maintenance qui peuvent vous aider à répondre à ce genre de questions.
parce qu'ils savent pourquoi est-ce que c'était en panne, est-ce que c'est déréglé. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à eux aussi dans cette étape-là. Donc là, ils disent, ça c'est déréglé, clairement, à tel jour, telle heure, ça a commencé à se dérégler petit à petit, puis après, voilà, on est intervenu. Alors après, pourquoi est-ce que ça s'est déréglé? Parce que, en fait, sur toutes les machines, peu importe l'industrie, on doit faire quand même du préventif, hein, c'est comme sur votre véhicule. Il faut quand même aller à la révision de temps en temps. Là, ça n'a pas été fait dans ce cas-là pendant assez longtemps. Alors pourquoi? Donc là, il y a un problème de fréquence d'entretien qui n'est pas connu. Donc évidemment, quand on ne sait pas quand faire l'entretien, du coup, on ne le fait pas. Donc c'est ce qui s'est passé là. Alors pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Parce qu'il n'y a pas de planning en fait d'entretien. Alors pour cette machine-là, mais ça pourrait être aussi pour d'autres, hein. Et là, visiblement, dans ce cas-là, il n'y a pas de planning d'entretien préventif pour tout le parc machine de l'entreprise. Donc là, on se rend bien compte que ce problème-là, il est un peu plus large que finalement juste un petit flacon qui n'a pas d'étiquette, hein. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de planning? Donc on peut encore continuer comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas de procédure qui explique quand et comment faire les entretiens. Donc voilà. Et après, si on commence on continue, pourquoi? Soit là, dans ce cas-là, on tourne en rond, soit on n'arrive plus. Donc, quand on n'arrive plus à se poser pourquoi, à répondre à la question pourquoi, c'est qu'on a fini, qu'on est arrivé à la cause racine. Hein, donc là, on se rend bien compte, donc c'est le problème finalement de ce flacon sans étiquette, c'est qu'il manque une procédure. Alors, c'est un peu inattendu, effectivement, parce que du coup, on était parti sur un problème technique. Et puis, on se rend compte que finalement, la root cause, là, c'est un problème documentaire, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ces analyses jusqu'au bout, parce que si on part avec des a priori, on va se dire « Oh, bah, cette machine, ça ne marche pas très bien, elle n'est pas super fiable. » On va essayer de la réparer, on va la changer, on va faire… Mais finalement, on n'aurait pas agi sur la vraie cause et du coup, on n'aurait pas résolu le problème. Et en plus, là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus global qui pourrait du coup avoir un impact, des conséquences sur tous les autres produits potentiellement de votre usine. Hein, donc, c'est super important. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment faire ces analyses jusqu'au bout. Il faut vraiment prendre le temps de trouver la vraie cause parce qu'il peut y avoir un impact énorme sur votre activité en général. Pas seulement sur la petite réclamation qui vient d'un pharmacien de l'autre bout du monde. Il y a peut-être quand même quelque chose de plus important là derrière. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important de résoudre des problèmes. Et dans la résolution de problèmes, c'est vraiment très important de trouver la cause. Hein, vous avez bien vu que si on ne trouve pas la bonne cause, on ne peut forcément pas régler le problème. La méthode, elle est facile, hein. C'est quelques petits outils pas difficiles à mettre en œuvre, mais qui sont super puissants. Ce qui est très important aussi, c'est de travailler en équipe, d'avoir des experts qui interviennent, qui vous conseillent, pas faire ça dans son coin, surtout prendre le temps, rester ouvert, rester factuel. Et aussi, hein, très important, j'insiste lourdement, mais l'erreur humaine n'est pas une root cause. Même là, actuellement, je suis sur un projet de plainte et je ne sais pas combien j'en vois encore, mais il y en a encore énormément où on me répond c'est le personnel dans les ateliers de production qui a fait une bêtise. Donc là, clairement, on s'attend à retrouver la même réclamation dans les mois qui suivent et évidemment, ça ne loupe pas. Donc voilà, un petit aperçu de cette root cause analysis. J'espère que c'était clair. En tout cas, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez aussi plus de rentrer dans les détails, hein, éventuellement de certaines parties, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps pour les questions. Voilà, je vous écoute. Je vois que dans le chat,
pour l'instant, il n'y a rien. Vous avez bien écouté Marion. Ça veut dire que tout était clair, alors. Super clair. Je vais mettre la slide d'après. Donc là, je vous les ai laissés, donc là, les des prochains webinaires et mon adresse mail. Comme ça, si vous avez des questions qui vous reviennent après, voilà, n'hésitez pas. Alors, une question. La déviation, oui. Ah, bah ça, oui, donc la question pour ceux qui... donc, bonjour, j'ai une question concernant la déviation ici. Même si le problème est dans la machine, pourquoi il n'a pas été détecté dans l'étape de packaging ou durant l'échantillonnage avant la libération? Parce que, donc ça c'est vraiment typiquement un problème industriel, le zéro défaut n'existe pas. Hein, c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle le niveau de qualité acceptable hein, dans tous les... Alors, sauf dans certains cas, pour certains pays comme le Japon, où on peut être emmené à trier à 100%, vérifier à 100% toutes les productions avant de les envoyer, c'est quand même assez rare. Hein. Donc, tous les contrôles qui sont faits en cours de production sont bien souvent des étapes des contrôles statistiques. Donc, contrôle statistique, disons que, alors si on applique les military standards, vous avez par exemple pour un lot de 35 000 unités, vous contrôlez 315 produits, donc c'est vraiment très peu. Donc il y a des chances qu'on passe à côté. Même si on fait des contrôles renforcés, bon, on ne contrôle pas tout à 100%. Donc forcément, il y a des choses qui passent qu'on ne voit pas. Pour certaines choses, notamment pour ça que les étiquettes, c'est quand même quelque chose qui est critique, hein, vraiment enfin, super critique même. Il y a des détecteurs qui vérifient que votre étiquette est bien sur le flacon, mais les détecteurs sont censés vérifier à 100%, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'ils tombent en panne ou qu'ils se dérèglent aussi. Hein. Donc, une des mauvaises solutions pour résoudre un problème, c'est de rajouter des détecteurs. Hein. J'ai connu ça parfois. Quand on ne sait pas faire autrement, c'est ce qu'on fait. Qu'on n'arrive pas à trouver la root cause, bah, du coup, on a tendance à mettre un détecteur qui va vérifier que le défaut n'existe pas, mais il n'est pas forcément fiable non plus. Il faut aussi le vérifier. Du coup, si ça ne marche pas, on peut remettre un autre détecteur qui va vérifier que le premier fonctionne bien. Bon, du coup, on arrive à des situations, ça existe, hein, j'ai vu, mais ce n'est pas la solution. Hein. Et malheureusement, ce n'est pas forcément fiable à 100%. Sinon, on n'aurait pas de réclamation. Alors, on peut bien évidemment limiter au maximum, mais l'idée, c'est quand même de résoudre le problème et pas de mettre des détections, parce que malheureusement, on n'arrive pas à tout voir. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Bonjour, j'ai une petite question aussi, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Alors, est-ce que cette démarche doit être appliquée, quelle que soit la criticité de la déviation, ou plutôt uniquement quand on est plutôt sur des déviations majeures critiques? Ah, bonne question. Alors après, ça, je veux dire, réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend de vos procédures qualité. Hein, il y a en fonction de votre... du labo ou de l'entreprise dans laquelle vous bossez, il y a des procédures qui vous expliquent dans quel cas faire quoi. Mais en tout cas, les GMP, les normes FDA disent que pour chaque problème qualité, il faut faire une investigation. Alors après, elle est plus ou moins poussée, mais après, souvent, les procédures internes sont basées sur le niveau de qualité acceptable. Hein, donc, il y a des ABAC avec des normes. Et on peut choisir. Alors après, c'est fait aussi sur base d'analyse de risque faite par la direction qualité. Hein. Et on peut décider de ne traiter effectivement que les défauts rédhibitoires ou que les défauts critiques ou que les défauts mineurs s'il y en a plus de X% ou que X, une certaine quantité. Voilà. Donc ça dépend. C'est un choix de l'entreprise. C'est sûr que si vous avez un problème super mineur, comme parfois on a des réclamations sur des étuis qui sont un tout petit peu
abîmer, bon, on va peut-être pas non plus déclencher tout un truc comme ça, mais après ça dépend du pays, hein, parce que si vous avez des étuis avec des toutes petites marques qui se voient à peine à l'œil nu, mais que c'est pour le Japon ou la Corée, ben là, vous allez être obligé de le faire. Bon, c'est pas très satisfaisant comme question, comme réponse, j'imagine, parce que ça dépend. Mais en fait, je pense que la démarche, l'ampleur de la démarche dépend surtout du contexte. Parce que là, toi, tu parles de réclamation. Donc, on est à un niveau très élevé au niveau des GMP. Par contre, quand on est face à un problème technique direct, Oui. La méthode complète n'est pas forcément, ne pourra pas être appliquée parce qu'on n'a déjà pas les ressources pour aller aussi loin. C'est clair. C'est clair. Enfin, quand j'ai été superviseur, j'ai été superviseur maintenance, je devais gérer des déviations. Clairement, je n'avais pas la capacité de rassembler une équipe multidiscipline autour de moi pour avancer dans la déviation. Mais il y a une déviation récurrente où je l'ai fait pour me sortir parce que j'étais face à une production qui était une production cliente qui mettait la déviation chez moi alors que le problème était chez elle et qui ne voulait pas accepter que le problème était chez elle. Ah oui, il y a ça aussi, en effet. Oui, il y a un peu de politique aussi là-dedans, en effet. Mais oui. C'est vrai, hein. Moi, j'ai été pendant 10 ans à Q en production et à gérer des déviations. C'est vrai que dans le feu de l'action, c'est quand même pas évident de prendre le temps de faire tout ça. Mais on peut le faire quand même un peu à minima, hein. On peut quand même faire un petit brainstorming avec une équipe réduite. Mais bon, après, il faut aussi comment dire, déléguer à l'assurance qualité, hein. Ça fait partie aussi de leur prérogative. Oui. Hein. Si en tant que production ou maintenance, on est un peu débordé par ça, voilà, eux, ils doivent fournir un support. Alors évidemment, bon, moi j'ai travaillé aussi chez des CMO, c'est pas facile, mais on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de moyens, on est pressé par le temps. Bien souvent, on est en train de produire et le camion est quasiment déjà là en train d'attendre les produits. Bon, évidemment, on ne peut pas faire super bien. On n'a pas 15 jours devant nous pour résoudre les problèmes. Mais n'empêche que si on veut vraiment, si on prenait le temps plus souvent de le faire, on serait quand même moins emmerdé au quotidien. Et du coup, on n'aurait pas à gérer ces trucs souvent. Je pense qu'il faut essayer d'être clairvoyant sur l'ampleur de l'analyse qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Oui. Mais il y a des problèmes, en tout cas pour les problèmes techniques, il y a des problèmes techniques pour lesquels on lève une déviation où la solution est évidente, mais on a besoin d'aller chercher plus loin sur le pourquoi on est arrivé dans cette situation. Donc, une approche relativement simple peut être très efficace. Mais quand, de toute façon, je pense que ce que tu présentes là avec l'approche multidiscipline est très efficace quand on est face à des départements qui ne sont pas… Enfin, ce n'était pas mon QA, c'était le QA de l'autre production. Ah oui. Ben oui, parce que j'étais incorporé dans une production, mais je fournissais aussi partiellement à une deuxième production. Donc, j'étais le maillon faible. Oui, puis il y a toujours le coup classique. La production dit ah bah c'est pas nous, c'est la maintenance qui a mal réglé. La maintenance dit ah bah non, c'est la production qui a fait n'importe quoi. Après, une fois que chacun dit ah bah non, ah bah c'est alors la logistique qui nous a livré n'importe quoi. La logistique, ah bah non, c'est les fournisseurs qui nous ont livré n'importe quoi. Et du coup, oui, c'est clair. Donc, il faut au moins faire une petite équipe, au moins production, maintenance, qualité. On peut faire une réunion d'un petit quart d'heure, émettre quelques idées, vérifier quelques trucs avec les batch records, les dossiers de réglage, quelques données. Oui, et alors, ce que tu n'as pas inclus, que j'ai pratiqué, c'est le Gemba. Oui, Gemba, oui, bah, évidemment. Parce que quand on est, comme tu disais, quand on est face à des questions qui vont de la logistique à la production, à la maintenance, au QC, enfin que tout le monde se renvoie la balle,
une petite visite de terrain avec tout le monde où on est vraiment face au problème et confronté à la situation de terrain permet de remettre bien les choses en place aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, puis dans tout ça, il faut rester pragmatique. Hein. C'est vrai que faut faire au mieux. Après, bon, évidemment, on peut pas forcément. Ça dépend de la structure. Hein. Il y a des structures où on peut faire ça à chaque fois, d'autres où bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut essayer de faire au moins se rencontrer quand même à plusieurs, même pas super longtemps, et au moins faire les 5 pourquoi. Déjà, c'est pas mal. Tout à fait. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais bon. Mais ça vaut le coup parce qu'après, c'est un investissement quand même sur l'avenir. Même si sur le coup, bon, c'est un peu difficile, mais ça vaut le coup quand même. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Merci Anne. à vous.